Ok, donc bonsoir. Bonsoir, ce soir, notre thème c'est la fatigue. Et j'ai donc trouvé quelques sous-titres comme général. Là, j'avais mis la fatigue entre résistance et résilience. La résistance n'étant pas le mot le plus positif que j'introduis dans mon cadre de référence. Mais tout ça, j'ai quelques minutes pour le développer. Donc, la fatigue pour moi est une porte d'entrée pour une réflexion un peu novatrice, un peu susceptible de nous remettre en question, donc état de veille, sur notre santé en général et sur ce que nous faisons justement de notre état de veille. Par opposition, donc état de somnolence, état de fatigue, état de sommeil. Bien sûr, je vais garder quelques minutes à la fin pour parler du sommeil, qui est un de mes sujets chéris, bien sûr, avec l'insomnie aussi à la clé. Et donc, j'aime bien, comme introduction, revenir à 3 zones. Il y a la zone soleil, quand nous sommes dans la pétillance, dans l'état de concentration, d'application, d'amour aussi, et quand nous sommes vraiment dans ce que Xavier Emmanueli appelle la santé, c'est-à-dire la relation. Donc ça, c'est ce qui nous porte, c'est l'état de mouvement sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Et c'est donc ce que je nomme pour le moment, pour les besoins de la démonstration, l'état de lumière. Ensuite, il y a un état plus sombre. C'est l'état justement où nous commençons à sentir un déficit de belle énergie, quand il y a ralentissement, quand il y a moindre concentration, moindre mobilisation, moindre énergie. C'est ce que nous sentons quand nous voulons absolument avoir terminé un chapitre et que tout à coup il y a quelque chose qui s'estompe et je me dis pour ma part, je voudrais quand même aller au bout de la ligne, mais je ne suis même pas sûre d'y arriver. Donc c'est quelque chose dont j'aime bien dire et redire, c'est aussi cet état sombre, mais qui peut être agréable, qui peut être satisfaisant, qui est l'indication donc d'une surcharge peut-être de travail, mais d'une journée bien remplie, d'une mission menée à son terme, etc., etc. Et puis il y a le coin vraiment plus sombre, lui, qui est le coin nuit, c'est celui auquel que j'évoque plutôt pour parler non pas donc de la fatigue, mais de la douleur. De la douleur que nous allons retrouver ici dans les tableaux avec quelque chose de la menace de dépression. Donc c'est la douleur, c'est la perte de courage, c'est le désespoir, c'est la détresse. Et c'est important là déjà de bien distinguer ces 3 zones. Parce que quelquefois nous pouvons faire des passages redoutables entre le 2 et le 3. Et notamment du fait des messages que nous avons reçus et des méconnaissances dans lesquelles nous sommes. Donc, quand je parle de cet état de veille, qui est donc aussi le titre que nous avons donné aux vidéos, cet état de veille, il me renvoie à 4 registres pour moi. Il y a d'abord quelque chose qui me renvoie à du cosmique. C'est évidemment quelque chose qui me renvoie à la lune, au soleil, enfin à toutes ces choses qui nous dépassent. Je n'irai pas jusqu'au Big Bang, mais c'est quelque chose qui se rapproche, c'est quelque chose qui nous dépasse, mais qui donne aussi des clés pour expliquer des humeurs, pour expliquer des cycles, pour expliquer aussi des choses qui n'ont pas seulement à voir avec le corps, même si, mais qui ont à voir avec notre façon d'être relié donc à du plus vaste, à du plus grand, donc à du cosmique, pour les besoins de démonstration. Ensuite, je renverrai aussi à cet état de veille, à cet état de bonne santé aussi, à quelque chose qui aurait à voir avec le biologique. Et que c'est vrai, par rapport à sommeil, fatigue, énergie, nous ne partons pas tous avec le même bagage. Nous avons effectivement un capital santé, un capital énergie qui est différent selon les personnes et que c'est notre responsabilité, au lieu de s'engloutir sur les différences, c'est d'exploiter le nôtre au maximum et dans les bonnes conditions, effectivement, en évitant les illusions d'optique et surtout les messages entérinés. Donc évidemment ça renvoie aussi à un système hormonal et pour juste reprendre ce qui est très tendance en ce moment, que le sucre par exemple, la consommation de sucre est quelque chose qui vient altérer cette qualité de santé, cette qualité d'état de veille, cette qualité de présence au monde, de présence à soi. Et bien sûr si je fais une petite passerelle avec mon cadre de référence privilégié, ça nous renvoie aussi à quelque chose de l'attachement. L'attachement, c'est cette capacité à être dans la présence, à ce qui se passe, à moi, aux autres, etc. Et ça renvoie au corps, et ça renvoie au biologique. Et donc, le jeûne, la monodiète, bienvenue pour retrouver cette qualité, et donc l'opposé de la fatigue.
pour moi. Même si au début, il peut y avoir un moment de baisse énergie, après il y a une récupération mentale, physiologique de notre belle énergie. Le troisième registre, c'est le social. C'est là que les parents apparaissent aussi. Mais c'est le social dans toutes les contraintes qui nous sont imposées, que ce soit bien sûr les jet lags, que ce soit les travaux postés, avec les brigades, ce sont les 3-8, donc avec quelque chose qui a été quand même un peu méconnu ou délaissé, ces observations sur un travail de nuit, évidemment, présente certains dangers, va provoquer certains déficits, et nous savons bien que 3 heures la nuit est une zone de grande vulnérabilité. C'est à ce moment-là qu'il y a plus de morts, mais ça c'est pas mon sujet, mais il y a plus d'accidents, et aussi c'est le point zéro du Nictémer, c'est-à-dire le cycle de 24 heures, et que c'est le moment où, la plupart du temps, nous nous réveillons, et nous nous réveillons toutes les heures et demie, ça je vais le redire tout à l'heure, mais si nous nous réveillons à ce moment-là avec un petit souci, ou une douleur, ou une inquiétude, c'est le moment où nous avons plus de mal à nous rendormir. Et c'est à ce moment-là que nous avons à repérer effectivement notre cycle, sur 1 heure et demie à peu près, pour prendre le train suivant. Et si je me suis réveillée à 3 heures, eh bien, à 4h30, même si j'ai dormi, si j'ai lu, pour éviter de me retourner dans mon lit, c'est le moment où j'ai intérêt à éteindre et à terminer mon chapitre. Social aussi, eh bien, c'est tout ce qui a à voir avec notre image. Dormir, pas dormir, bon, quelque chose de notre réputation aussi. Et puis, il y a sûrement, mais j'y reviendrai tout à l'heure, surtout tous les messages que les enfants doivent dormir comme si, que... J'y reviendrai. Et puis, le 4e registre, c'est celui de notre expérience intime de la fatigue. Et j'aime beaucoup cet auteur, Hansel, qui dit que la fatigue, c'est un autre état de vigilance, c'est une autre façon d'être lié au monde qui nous entoure et à nous-mêmes et aux autres. Et c'est vrai que nous voyons bien ce moment un peu cotonneux, où la fatigue est là, elle n'est pas douloureuse, elle n'est pas inquiétante, elle n'est pas chronique, mais c'est un moment de flou. Et il peut se passer des choses à ce moment-là, des choses qui ne se passeraient pas en état de veille pur sucre, évidemment. Donc sachons accueillir ces moments flous, ces moments cotonneux, qui peuvent être aussi consécutifs à un léger déficit ou un plus grand déficit de sommeil, mais je pense aussi à ces expériences avec des enfants qui se réveillent beaucoup. Effectivement, nous n'allons pas nous en plaindre, sauf bien sûr peut-être à notre mère ou à notre belle-mère, mais sinon nous savons bien que ce sont des états cotonneux. Nous savons bien que nous avons accumulé des déficits, des nuits blanches, mais tout ça fait partie de la vie, et donc ce serait vraiment dommage aussi d'être dans une dramatisation de cet état-là. Ça peut être aussi au moment de la préparation d'un examen, ou la préparation d'une expo, ou que sais-je. Ça fait partie, effectivement, de notre, pour faire un petit peu, notre condition humaine. Que ce serait bizarre d'être, effectivement, juste dans cette récurrence de 8 heures de sommeil toutes les nuits à la même heure. Ça aurait un côté un peu retraité, ou un peu pensionnaire à l'école. Enfin, non, c'est ça. Voilà, donc déjà, c'est toutes ces expériences qui sont diverses. Et comment est-ce que je les accueille? Et comment est-ce que je leur donne du sens? Et comment est-ce que je les valorise, toutes ces expériences? Parce qu'il y a vraiment quelque chose à gagner, c'est un cadeau chaque fois à gagner dans chacune de ces expériences. Alors, nos observations, qu'est-ce que pour chacun de nous, qu'est-ce que c'est que la fatigue? Avant de revenir à des choses plus générales ou dans la comparaison. À quoi est-ce que nous sentons la fatigue? Alors, irritabilité, les yeux qui se ferment. Les yeux qui se ferment, une moindre attention, donc j'arrive pas à finir mon chapitre, ou j'arrive pas à finir un article. Quoi d'autre encore, très concrètement? Quelque chose dans le dos qui fait qu'on n'a pas envie. Oui. Donc moindre mouvement en avant, c'est moindre énergie mobilisable, oui. Quoi d'autre encore? Quelles sont une difficulté d'attention. Oui. Donc, concentration. Concentration, attention, mémorisation, bien sûr. Quoi d'autre? Bâillement. Oui, bâillement. Ralentissement aussi, tout à coup. Perte des points de repère, tout d'un coup je suis dans cet état cotonneux. Quoi d'autre encore? Obscurcissement. Oui. Les yeux qui se ferment. Oui. Ça peut aller jusqu'à la mauvaise foi, donc cette irritabilité. Quoi d'autre?
C'est comme si vous étiez là, c'était la première fois que vous me posiez la question. Ça peut aller jusqu'à la douleur, hein, la Oui, douleur physique. ça peut être la douleur aussi qui se réveille. Oui. Et avec la douleur qui va aussi empêcher, oui, qui va empêcher de s'endormir. Mais là, on est déjà dans une autre étape que j'ai illustrée ici. Voilà, je vais en reparler de ça. Si cette fatigue est associée à de la douleur physique, ce n'est plus cette fatigue de nous mammifères avec des cycles et avec des zones. Alors, je vais en profiter par rapport à votre question, pour revenir à mon joli tableau. Donc, là, homéostasie, hein, qui est un mot barbare, mais que j'emploie rarement, sinon pour bien redire un état d'équilibre. Ça va, quoi. Je ne suis pas tirée vers le bas par soit une douleur, soit une inquiétude, soit autre chose. Donc, c'est un moment, hein, homéo, semblable, c'est-à-dire état. C'est un état d'équilibre. Voilà. Cet état d'équilibre, heureusement, nous le rompons en poussière. Voilà. Donc, il est naturel que nous sortions de cet état d'homéostasie avec des actions, avec des missions, avec du stress, avec des quantités de choses. Et à ce moment-là, effectivement, sortir, c'est que je vais retrouver les 3 étapes de gestion du stress. Alarme, tiens, là, je dois faire attention. Par exemple, si je suis en train de conduire sur l'autoroute, il y a quelque chose de ce début de fatigue qui me dit, attention, je m'arrête 20 minutes. Et je peux faire même un petit somme dans ma voiture ou autrement. Voilà. Et ma santé, c'est quand je suis attentive à cette alarme et que tout à coup, je reviens à une autre forme d'homéostasie et je mets bien la fatigue comme gage de santé. Parce que je suis déjà dans ce que je vais reprendre, de l'adaptation. Donc c'est un signal qui me dit, attention, je vais être donc dans l'accueil de cette sensation et je vais faire en sorte de ne pas aller plus loin. Et là, c'est la deuxième zone donc, de gestion du stress où je dois m'adapter. Mais là, je prends déjà un peu sur moi. Je sais que j'aurai besoin là, de m'arrêter, mais j'ai mon bébé qui m'appelle. Il n'est pas question donc, que je reste au lit. Et à ce moment-là, je suis déjà dans l'adaptation, qui est une petite menace sur quelque chose de cette homéostasie à retrouver. Et ensuite, si je suis toujours dans le déni de quelque chose de ce besoin, ou dans le déni du respect de ce besoin, à ce moment-là, je vais être dans l'épuisement. Et à ce moment-là, la fatigue, elle est un signe, un symptôme, ou bien, ce que je vais revoir dans l'autre tableau, le masque d'une dépression. Mais c'est là que je suis inquiète, c'est là que je ne remonte pas. Vous voyez, ma flèche, elle peine un petit peu. C'est là que je vais avoir besoin, effectivement, soit d'un arrêt plus long. Et les vacances, pour moi, c'est ça. Les vacances, c'est ce qui est supposé, dans notre culture, nous permettre, non pas d'aller danser plus longtemps le soir, mais de récupérer cette fatigue qui est un peu suspecte. Et à ce moment-là, effectivement, je vais aller dans des lieux bondés, je vais faire la queue encore plus longtemps qu'à Franprix, dans un lieu réputé, et je ne vais pas comprendre pourquoi je ne remonte pas. Parce que sans doute, j'ai plutôt été dans du social, ou de la représentation de ce que sont des vacances, que dans l'identification de ce qui est vraiment important pour moi, et ce qui va vraiment me reposer, me permettre de me reposer. Donc, pas de reposer pour moi, mais de retrouver quelque chose de cet état-là initial d'homéostasie. Donc l'homéostasie n'a pas à être un état de permanence, mais il a à me permettre, effectivement, de passer, d'avoir ces variations entre des moments d'équilibre et des moments de déséquilibre. Toujours avec mon fameux tableau, un désir de permanence de cette homéostasie et besoin d'avoir ces variations, ces heures, ces vibrations, ce désordre, hein, désir d'ordre, besoin de désordre. Ben, c'est exactement ce que j'ai voulu représenter sur ce tableau. D'ailleurs, le tableau, je vais passer là tout de suite. Merci de le faire passer. Voilà, je l'ai mis là pour d'autres raisons. Alors, quand nous sommes donc en contact avec à la fois ces généralités, mais aussi la façon dont chacun de nous va être en contact avec cette expérience, nous avons, je le redis bien, à distinguer l'expérience de la représentation et des messages qui nous ont été transmis. On comprenne aussi qui pourra. Donc, quand je veux un peu débroussailler tout ça, faire du ménage dans notre cadre de référence à ce sujet, je vais juste un petit peu ouvrir, j'ai besoin d'une écharpe sur les épaules. Voilà. D'abord, donc, il y a les modèles que nous avons eus. Quels sont les modèles? Comment ça se passait à la maison? Est-ce qu'il y avait une sorte d'obsession
sur si tu dors pas assez, tu vas être craint, tu vas être ci, tu vas être ça. Quels étaient donc les modèles et les messages que nous avons entendus ou que nous avons vus pratiquer par les adultes autour de nous et les enfants. J'en ai un qui est resté longtemps là, à la maison. J'ai attendé mes parents, c'est vous couchez pas trop tard les C'est enfants. ça. Ne couchez pas trop Ce tard. qui peut être un rituel qui n'est pas menaçant, mais qui peut être aussi quelque chose qui introduit petit à petit une inquiétude. En termes, et là c'est encore mon fil rouge, en termes de quantité. Évidemment, c'est d'une naïveté. Comment est-ce que nous avons pu acheter ça? Bon, parce qu'enfant, nous savions bien que c'était pas ça. Mais que finalement, puisque c'était papa qui le disait, maman qui le confirmait, nous avons pensé que c'était quand même important d'y croire, d'acheter. Donc là, je nous invite à contester et à le rendre comme ça à cette culture ou à ce social de notre famille. Non, c'est pas d'abord une histoire de quantité. Et nous le savons bien quand nous travaillons sur les cycles du sommeil notamment. Donc, quelles étaient les menaces? Quelles étaient les contraintes? Est-ce que, par exemple, cette chose, dont on ne parle pas beaucoup, est-ce que pour nous, pour nos frères et sœurs et les cousins, etc., en vacances ou autrement, est-ce que la sieste était obligatoire? Et qu'est-ce qui se passait quand, pour nous ou pour les autres, il y avait un refus de sieste? Est-ce que c'était déjà quelque chose, vous entendez, qui introduisait de l'arsenic dans notre tête? Il y a des enfants qui ont besoin, pour gérer tout ça, de faire une pause à l'heure médiane. Oui, un temps calme, c'est différent. Alors qu'il y avait cette supposée obligation de dormir. Là, vous devriez déjà tous être en train de dire, mais évidemment, quelle stupidité. Moi, je me dis surtout qu'en tant que mère, j'ai fait ça avec mes enfants. Parce qu'il fallait qu'ils aient un moment tranquille. Oui, mais ça ne vous condamnait pas, vous, à être tout le temps sur le front. Vous pouviez aussi dire un temps tranquille. Mais là, c'est trop tard. Ils sont grands. D'accord, mais on est en dehors du temps. Hein. Oui, je regrette. Simplement, ce que vous dites est très juste, c'est cette confusion entre ce qu'on dit l'heure des papas, l'heure des mamans, etc., et sommeil. Non, mais c'est aussi aberrant. C'est que je peux avoir une heure tranquille sans condamner mes enfants à croire qu'ils ont besoin qu'il faut dormir. Hein. Donc il y a la chambre. Tu peux aller dans ta chambre, c'est pas la même chose que tu vas dormir. Mais toutes ces choses qui nous encombrent là. Voilà. Mais tout le monde a le temps, donc j'espère que vous n'allez pas vous mettre de la cendre sur les cheveux. Maintenant, à partir de maintenant. Voilà. Donc à chacun de nous de voir en quoi il a été comment je pourrais dire, altéré dans sa perception de son besoin de sommeil, de sa satiété de sommeil aussi. Hein. Je fais bien le parallèle, on parlait tout à l'heure, que ce que je regrette dans notre alimentation, que je qualifie de bourgeoise un peu là, c'est entrée, plat, fromage, dessert. C'est évidemment quelque chose qui va à l'encontre de cette santé qui consiste à garder et à permettre à nos enfants de découvrir la sensation si fragile de satiété. C'est-à-dire que si je termine, si j'ai du haricot vert, je peux manger mes haricots verts, puis à un moment, je sens que c'est assez. Voilà, c'est bien, j'ai plus faim. Mais si maman me propose une crème au chocolat, un yaourt hyper sucré, ou autre chose, et pire, un fruit, évidemment, qu'est-ce que je fais? Je ne le mange pas parce que j'ai faim, je le mange parce que ça satisfait mon goût du sucre. Et à ce moment-là, c'est encore, bon, c'est une chose, à ce moment-là, il y a quelque chose qui va s'altérer tous les jours et même 2 fois par jour, c'est cette perception de la satiété, de la sensation de satiété. Et après, évidemment, ça donne des troubles alimentaires, de la surcharge alimentaire, de l'addiction au sucre, etc., etc. Donc, évidemment, je peine ça. Et bien pour le sommeil, c'est la même chose. Il y a quelque chose dans cette obligation familiale, sociale ou autre, qui fait que nous ne savons plus sentir le moment du marchand de sable, le moment où nous sentons bien quelque chose dans notre corps qui nous invite effectivement à baisser le rideau et à sortir peut-être de table avant, parce qu'il y a quelque chose qui est trop précieux là. Donc il y a la sensation initiale, qu'on va appeler le marchand de sable, et la sensation de c'est suffisant. D'où l'intérêt de plusieurs raisons, quand nous nous réveillons plus tôt que nécessaire, surtout de ne pas repiquer, parce qu'à ce moment-là, nous nous mettons dans la menace d'avoir un demi-cycle de sommeil, c'est-à-dire de dormir peut-être 1 heure, alors que le cycle c'est 1h30, et que c'est bien pire, ça détracte tout le système hormonal. Donc si je me lève plus tôt, chic, ça va me permettre d'écrire une lettre à ma mère, de terminer de remplir les papiers de sécurité sociale, de terminer un chapitre,
ou simplement de ne rien faire, mais sans m'endormir. Hein, ça, c'est vraiment important. Voilà. Donc, dans ce premier paragraphe, pour moi, c'est de quoi avons-nous été chargés et qu'est-ce qui a été à l'origine des méconnaissances que nous faisons encore aujourd'hui. Ne serait-ce que ça. Je me réveille plus tôt, je me dis, ah bon, ben, je vais me rendormir un peu. Non, non. Ça dit que nous n'avons pas été suffisamment informés dans l'adulte tout petit de toutes ces choses précieuses à savoir sur le sommeil, comme nous avons à le savoir aussi sur l'alimentation. Bon, c'est un autre chapitre. Voilà. Ensuite, donc, dans cette volonté d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans notre tête, avec quelques idées fausses quelquefois, donc, il y a la priorité à donner à l'expérience que je vis, moi. C'est de combien de temps ai-je besoin, de combien de cycles ai-je besoin, au lieu d'imaginer que je vais faire comme tout le monde, 8 heures. Et sachez qu'on peut avoir les mêmes symptômes à trop dormir qu'à trop peu dormir. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire la tête encombrée, peut-être les maux de tête. Je regarde aussi le minute. Hein, donc soyons un peu plus doués de jugeote pour savoir faire des erreurs, tester, vivre cette aventure de décoder ce dont j'ai besoin moi. Voilà, et pas quelqu'un d'autre. Sachons aussi voir combien, je vais un peu plus loin là, combien un enfant auquel on a pu dire tu dois dormir, va dormir, tu as besoin de ça, peut entendre, décoder ce message comme l'injonction n'existe pas. Au fond, il sait très bien qu'on ne l'invite pas à aller dormir pour avoir la paix, ce qui est légitime, mais il peut entendre qu'il est en trop là. Au lieu de dire simplement, moi j'ai besoin d'être tranquille, de téléphoner à ma cousine Lucie et tout ça, c'est tout à coup le prétexte de sommeil peut être décodé. Vous voyez, comme, mais tu n'as pas existé pour moi. Donc, oui, nous pouvons effectivement insister pour avoir du temps de repos, mais à condition de le légender. Autrement qu'avec ce pseudo-alibi, tu as besoin de sommeil, il va dormir. Alors que simplement, peut-être j'avais envie de voir les infos ou de voir une émission et que c'est complètement légitime. C'est juste ce double fond qui n'est pas sain. Donc, expérience, quelle est la mienne et de quoi j'ai besoin. Et ensuite, entraînement. Il y a des moments de notre vie où nous pouvons en avoir moins besoin. Nous avons besoin aussi de nous entraîner quand nous savons que nous allons traverser une zone exigeante en termes de temps et que nous pouvons supporter des aménagements. Ça, c'est humain aussi, mais il y a des personnes qui ne croient pas que ce soit possible. Et peut-être certaines personnes que j'ai entendues tout à l'heure sur les messages de leur maman, si vous voyez ce que je veux dire. Je suis pas sûre. Oui. Ça veut dire qu'on peut dormir d'avance, si je peux dire, en pensant qu'on va se reposer? Non, on peut, oui, il y a des personnes, pourquoi pas, ça, oui, mais surtout, nous pouvons faire confiance à notre bonne santé pour savoir que nous allons aménager, voilà, le temps qu'il faut, et que c'est bien comme ça, et que c'est la grande différence, enfin pour moi, entre le vivre comme victime et dire oh là là, je manque de sommeil, c'est terrible, etc., ou de dire mon objectif là, c'est de terminer ce travail, j'ai jusqu'à samedi, et bien ça veut dire que jusqu'à samedi, c'est 3 heures de sommeil, et c'est bien comme ça. Et tout à coup, l'expérience elle-même va changer, parce que c'est pas un déficit de sommeil suspect ou victimaire, etc., c'est juste que je vais savoir faire confiance à ma capacité d'aménagement, de souplesse, d'adaptation surtout. C'est quand même toujours un gage d'intelligence des choses et de soi-même. Voilà. Et le mot que j'introduis ici, c'est méfions-nous de ce cousinage, ou même je veux dire cette gémellité parfois, entre fatigue et ennui. C'est quand même étonnant que juste un matin, je me réveille, j'ai qu'une envie, c'est de remettre la tête sous l'oreiller, le monde me semble gris, d'ailleurs le ciel l'est aussi, et je me dis, voilà, vivement ce soir, que je puisse retrouver ma couette, bon, etc. Et puis hop, il y a Suzanne, ma copine Suzanne qui m'appelle, elle me dit, je passe dans 10 minutes, voilà, on va faire soit des cours, soit au cinéma, et tout à coup, ma fatigue, elle a disparu, mon mal de tête aussi, et vite, la douche, ma petite robe, mes chaussures à talonnettes, et hop, Suzanne arrive, et je suis déjà en bas, en train de me réjouir de cette journée, et à Bellurette. Donc, vous voyez, c'est juste ce prétexte aussi, cet alibi, bon, tout le monde l'a vécu, donc je vais désigner personne, hein, mais nous savons bien, et bien sûr, je vais en reparler là. Ensuite, il y a, pour moi, donc, quand je parle de fatigue,
un peu arbitrairement, c'est vrai, mais ça va me servir pour ma démonstration, c'est qu'en est-il donc de ce qui se passe dans mon corps, donc les sensations, les signaux, les symptômes, à quoi est-ce que c'est associé, bon. Mais il y a aussi tout ce qui se passe dans ma tête, c'est ce dont je parle aussi ce soir, donc qu'est-ce que j'imagine, est-ce que je pense que si je ne dors pas assez, je vais tomber malade, ou perdre mon job, ou je ne sais pas quoi. Et puis ensuite, bien sûr, tout l'autre registre qui est celui de mes motivations, de ce que je me suis proposé de faire, quels sont mes objectifs, qu'est-ce qui me tient à cœur. Et évidemment ça qui va réduire la partie dépression, la partie ennui, la partie sommeil, refuge plutôt. Voilà. Et donc voyons bien ce que je mets sous le vocable talent. Hein. Le talent, c'est découvrir vraiment ce qui me met dans mon axe, ce qui me met dans l'évidence de ce que je veux faire, de ce que je vais faire, de ce que je vais réussir. Et quand je suis vraiment dans cet axe de talent, de ce qui m'importe, eh bien, il n'y a plus de place. Il y a plus de place pour la fatigue, il y a la place pour énergie, projet, rêve à réaliser et surtout satisfaction. C'est ça qui m'importe aussi. Aliette, j'aurais une question. Tout Oui. d'un coup, je pense au coup de barre. Oui, Quand on peut être dans une énergie Oui. très positive et tout d'un coup, ça oui, retourne. mais ça peut être ça. Ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait pour les enfants qui sont partis à l'école en ayant pris un petit déjeuner, c'est eux qui ont un coup de barre. Parce qu'il y a réaction du pancréas, il n'y a qu'à relire tout Montignac qui en parle mieux que moi évidemment. Et en fait, il y a des enfants qui sont menacés de ce coup de barre du 11 heures parce qu'ils ont mangé du sucre. Et ça, c'est toute l'histoire du possible dérèglement du pancréas avec effectivement les menaces aujourd'hui du diabète qui grimpe parce que le sucre, vraiment, chaque fois que nous avalons un morceau de sucre, c'est comme une bombe dans notre organisme et dans nos sécrétions hormonales. Voilà, je ferme juste ma parenthèse, mais c'est intéressant de voir que ça peut être, bon, au moment d'un travail facile, je suis déjà un petit peu sortie de mon homéostasie, mais le coup de barre récurrent est quand même quelque chose qui invite à une réflexion, arrêt sur image, comment est-ce que je traite mes rythmes, mon alimentation, la gestion de mon stress et la gestion tout simplement de mon quotidien. Voilà. Mais je pense que il y a beaucoup moins de coups de pompe quand il n'y a pas autant de sucre, c'est évident pour moi. Et pas autant de mélange et tout ça, mais sur quoi je reviendrai bien sûr un autre jour. Parce que j'ai déjà entendu des médecins dire, par exemple, que quand il y a une personne qui ne déjeune pas le matin, c'est le coup de barre à 18h. Non, c'est le contraire. C'est le contraire. Mais ça, il y a c'est très bien défini. Voilà. Je ne crois pas. En plus, en médecine chinoise, moi, bien, il y a des personnes qui ont besoin, qui sont plutôt du côté hépatique, qui ont besoin de prendre quelque chose le matin, si possible pas sucré, et d'autres personnes, d'autres enfants, parce que je pense surtout à cet accompagnement que j'ai pu pratiquer avec mes enfants, qui ont vraiment intérêt à partir l'estomac vide et d'avoir, ce que je mettais, des amandes ou des noix dans la poche, mais au moment où il y a un besoin. Alors que souvent, ils mangent sans appétit, dans le stress que nous savons. Voilà, bon, et c'est un sujet qui me tient très à cœur, évidemment. Voilà, donc qu'en est-il du lien entre motivation, enjeu de ma vie, plaisir aussi, et fatigue? Elle ne sera pas du même tonneau. Alors, j'aime beaucoup, je dois dire, j'aime beaucoup mon tableau, là, que vous avez aussi sur vos genoux, pour être sûr que vous le voyez bien. Alors, je le décode avec vous, parce que je sais que quelquefois, ma passion n'est pas de l'ordre de l'évidence. J'ai fait donc au réveil, au coucher. Au réveil, je me sens bien. Au réveil, je ne me sens pas bien. Je vous invite juste à regarder ma jolie main. Là, à l'horizontale, au coucher, je me sens bien. Au coucher, je me sens fatiguée. Ça va pour ça? On n'a repéré rien. Donc, quand au réveil, je me sens bien et au coucher, je me sens fatiguée, mais c'est la fatigue réponse, c'est la fatigue saine, c'est la fatigue qui ne vous inquiète pas, c'est juste, même c'est satisfaisant. C'est comme une sorte de gage que j'ai bien utilisé ma journée, que j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai rangé tout ce qu'il fallait, j'ai fini de passer mes coups de téléphone. Ça. Donc ça, c'est un quotidien de bonne santé et qui n'inquiète personne. Hein, c'est donc la fatigue réponse que j'ai mise tout à l'heure à une sortie d'homéostasie. Quand je suis au réveil, je me sens bien, au coucher, je me sens bien, ça c'est l'état de grâce
qui peut être en temps privilégié, mais qui peut être aussi parce que vous avez vraiment trouvé quelque chose qui vous passionne, vous avez une activité qui vous remplit le cœur, la tête et l'âme de beaucoup de satisfaction, et donc là, état de grâce, et nous pouvons le prolonger. Bon, je pense que vous êtes plusieurs à vous sentir concernés. Voilà. Ensuite, donc, ici, au réveil, je me sens fatiguée, au coucher, je me sens fatiguée. Zut alors. Donc ça, c'est la fatigue suspecte qui va faire qu'on va consulter le médecin. Docteur, je suis tout le temps fatiguée. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vrai. Donc c'est quelque chose qui peut être ponctuel, mais, et pourquoi pas non plus, mais le mot que je n'ai pas suffisamment dit, c'est l'inquiétude à propos de la fatigue chronique. Cette fatigue-là chronique. C'est quand ça ne redémarre pas, quand le moteur ne se remet pas à tourner. Donc, celle-là, c'est allô docteur. Et nous savons bien qu'au moins un rendez-vous sur deux chez le médecin généraliste commence par docteur, je suis fatiguée. Mais c'est cette fatigue-là, c'est pas cette fatigue-là, évidemment. Et puis, c'est pour ça que j'étais vraiment contente de mon tableau aussi, c'est le matin. J'ai fait l'inverse de ce que je voulais faire. Non, c'est ça. C'est ça. Le matin, je me sens mal, fatiguée. Et le soir, je vais bien. Et ça, c'est ce que j'appelle, dans les papiers aussi que j'ai distribués, ça, c'est la fatigue masque de dépression. C'est ça qui est distinct. La personne, effectivement, qui le matin est au radar, n'arrive pas à se lever, a des idées noires, ne rêve que d'arriver jusqu'à 22h le soir pour retrouver son lit, et le soir, va jouer les prolongations, parce que c'est le moment où elle se sent en état de grâce, ça aussi, c'est quelque chose de spécifique. Ça n'a rien à voir avec la fatigue du bûcheron, la fatigue du travail, etc. Ça a à voir avec quelque chose qui est l'indication que ce moment du réveil, ce moment un peu glauque, c'est le moment où nous sommes le plus près de notre inconscient, au plus près de ce qui est archaïque en nous. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que nous avons du mal à nous en dégager. Il y a quelque chose qui s'est comme empoisonné avec quelque chose qui n'est pas traité. Et tant mieux aussi s'il y a des cauchemars. Les cauchemars permettent de se débler. Mais là, quand ça se prolonge, il y a quelque chose effectivement qui peut être inquiétant. Et qui n'a rien à voir, effectivement, avec un changement d'horaire. Ça a à voir avec un changement de vie, de projet, de passion, évidemment, la dépression. Et surtout, dans le cadre de référence ici, ça a à voir avec l'expression des émotions, bien sûr. Et pourquoi en plus le soir alors? Mais demande à toute personne ayant traversé peu ou prou cette expérience de dépression, elles vont témoigner. Il y a un échauffement. Il y a quelque chose qui... Le temps de mettre le moteur en route, pour retrouver le... Oui. Comment Oui. je m'habille, quel est l'intérêt. Oui. Pourquoi tout ça? Le jour. Oui. Alors que le moteur est un peu chauffé, vous avez raison, et que tout à coup, le soir, il y a quelque chose qui est moins plombé. Ça peut être plombé, mais il n'y a pas cette même sensation de fatigue. Au moins, la fatigue est distincte à ce moment-là de cet état de lourdeur plutôt. Ça dépend, enfin, c'est aussi par rapport à la vision des heures qui vont suivre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Si tu C'est sais vrai. que tu n'auras pas du tout envie d'y aller dans un endroit où vraiment... Non, mais c'est la perspective effectivement de toute la journée, Voilà. là. Ce désert à Voilà. traverser. Alors que le soir, la perspective, en général, tu es chez toi, donc tu es plutôt bien. Et surtout, il y a. Et tu choisis, tu fais ce que tu veux. Mais surtout, je sais que je vais avoir la permission d'aller me coucher. Aussi, enfin, Alors tu fais tout ce que tu veux bah le oui. soir. La journée... Bon, est-ce que ça vous parle, ça? Parce que nous avons tous connu les quatre à un moment ou à un autre. Et donc, c'est important de bien distinguer à quel moment, sur 24 heures, à quel moment ça se passe. Donc, c'est pour ça que dans sur ma petite brochure là, je mets bien les quatre choses. C'est-à-dire que mon expérience de fatigue, ça peut être simplement l'expérience donc d'une réponse, comme je le mets là. Ça peut être aussi une chose agréable et personnelle. C'est moi qui le sais, c'est moi qui le savoure. Mais aussi, dans mes deux tableaux, c'est l'occasion de poser des questions. Qu'est-ce que je fais de mon temps? Est-ce que je dois davantage gérer mon temps, gérer mon stress, gérer mes relations, faire des deuils, exprimer mes émotions, trouver des personnes témoins pour pouvoir accueillir ce que j'ai à dire. Voilà. Toutes ces questions, elles ne renvoient pas qu'à mes sécrétions hormonales, elles renvoient à mon réseau, à ceux qui m'entourent. Et puis donc le quatrième que vous trouverez là comme rappel, c'est ce risque de masque de dépression. Je dis bien le masque. Et qu'est-ce qu'on fait dans le cas de la fatigue chronique?
À part aller voir le médecin, ça sert à rien de dire. Oh non. Ah non, si, vous avez raison. Non, c'est donc trouver des personnes témoins qui ne soient pas juste en train de banaliser. Trouver aussi, revenir à soi, à ses besoins. De quoi ai-je besoin? C'est pas forcément de dormir plus, c'est pas forcément de me reposer, c'est pas forcément d'aller dans un lieu où la chambre va être bleue, vernile, ou dans un hôpital par exemple. C'est vernile, on vous donne un petit comprimé rose, un petit comprimé bleu, et vous êtes supposé vous reposer. Donc là aussi. C'est plutôt voir de quoi ai-je besoin. Donc en vibration, en relation, en retraite peut-être, mais c'est revenir au concept des analyses transactionnelles sur la structuration du temps. Est-ce que j'ai besoin de passe-temps? Est-ce que j'ai besoin de travail? Est-ce que j'ai besoin de retraite, de retrait? Est-ce que j'ai besoin de moments d'intimité? Mais je suis la seule à savoir ça, mais simplement, c'est pour ça que j'aime bien que vous reveniez à la charge, c'est j'ai besoin d'avoir la permission déjà de me reposer la question. Hein. C'est pour ça que je mets bien là le moment de m'interroger sur ma façon de vivre, mes besoins, ma surcharge, et de faire la distinction, et ça c'est vous qui me permettez d'y revenir, mais c'est un peu un leitmotiv ici, la distinction que je peux faire entre défi et objectif. Pour moi, c'est le tableau que je voyais la dernière fois, sur la fatigue, et peut être pour moi immédiatement la permission de distinguer ce que je fais parce que c'est ce que je veux, et à ce moment-là je ne veux pas sentir de fatigue, et ce que je fais parce que les autres m'ont dit que c'était bien, les autres pensent que je dois le faire, ou les autres pensent que je ne dois pas le faire, et justement je relève le défi. Chaque fois que nous confondons défi et objectif, la fatigue apparaît, fin de son nez. Ça. Mais ça, j'en ai écrit beaucoup de pages effectivement sur ça, parce que c'est magique. Et donc, si j'ai envie de remettre le nez effectivement, dans mon oreiller et de me rendormir, de quoi ma journée est-elle faite? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que je prends à bras-le-corps, qui donne du sens à mon quotidien, qui donne du sens à mon siècle de vie, ou est-ce que je le fais pour plaire, ne pas déplaire, déplaire, etc. Donc toujours sous le regard de quelqu'un qui a pu prendre l'allure d'un surmoi. Par exemple, c'est pas forcément papa-maman, mais c'est quelque chose d'une confusion entre les contraintes que j'ai, les obligations, les attentes que j'ai, etc. Et tout ça mérite effectivement un grand coup de balai et un moment de réflexion qu'on peut faire seul, mais qu'on a quelquefois intérêt à partager avec quelqu'un qui nous permet de ne pas perdre du temps là, dans ce tri intéressant. Donc c'est le moment de renverser le tiroir où j'ai accumulé plein de choses et de regarder ce que je reprends ou ce que je laisse sur le côté ou même à la poubelle quelquefois. Mais vraiment cette distinction est importante pour rapport à la fatigue. Voilà, donc sur ma première page, c'était fatigue et stress, parce que j'ai même pas mis le mot stress là, mais j'aurais pu le mettre, et fatigue et cycle de 24 heures là. Donc, le mot qui apparaît aussi ici, c'est comment est-ce qu'au quotidien, ou comment est-ce que sur une année, avec mes projets, mes bonnes résolutions, comment est-ce que je prends totalement à bras-le-corps la responsabilité de ce que je fais, de la vie que j'ai, et que à ce moment-là, la fatigue va être le symptôme, le signe que je n'ai pas encore été jusqu'au bout de cette enquête et de cette prise en charge de la façon dont je vis, voilà, du sens que ça peut avoir, etc. Donc, il y a bien sûr le symptôme, le sens que ça peut avoir, ça peut être aussi donc, le sens par rapport à des modèles que j'ai eus, enfin tout ce que nous avons vu depuis le début donc, de mon propos. Et ça nous permet, encore une fois, ce mot important, de faire arrêt sur image sur pas seulement notre temps de sommeil, mais la façon, le moment où nous dormons aussi, parce que c'est pas la même chose de dormir. Enfin, c'est à quel moment est-ce que je sens que le sommeil est bienvenu pour moi, ou est-ce que je me crois obligée de récupérer à un moment qui n'est pas forcément bien, mais qui serait à l'image des messages du social. Je reviens juste un petit peu, parce que j'ai peur d'oublier tout à l'heure, sur le concept de la sieste. Là, la sieste. Donc, que nenni quand elle est obligatoire pour les enfants qui ont peut-être autre chose, qui n'ont pas encore trouvé leur rythme, mais ô combien salutaire pour nous. Et donc, relisez Pierre Flucher, par exemple, sur la révolution du sommeil, qui est le meilleur livre, enfin qui est un peu daté maintenant, mais c'est celui qui m'a émerveillée donc, dans toutes les richesses qu'apportait cet ingénieur et qui avait réfléchi à ça. Et voyons comment nous pouvons ruser, aménager notre temps pour arriver à trouver une petite pause, même surtout 20 minutes,
rusons pour avoir ce moment de pause. Et alors, ce qui m'intéresse beaucoup, vous ne serez pas étonnés, c'est que ce qui m'a complètement convaincue de faire, bon, pas toujours, mais 20 minutes de pause à l'heure médiane, ça gagne 1h30 la nuit. Alors, finalement, le compte est tellement intéressant pour moi, qui suis tout le temps à 1 minute près, en flux tendu. Je me suis dit, bon, si je fais effectivement 2 fois une pause de 20 minutes, je gagne vraiment un temps précieux pour faire tout ce que j'ai envie de faire avant la fin de ma vie. Voilà. Donc, vous voyez à quel moment vous pourriez, évidemment, non pas faire une sieste totale de convalescent, parce qu'en quelquefois on se réveille, on est encore un peu nauséeux, mais c'est juste avoir cette pause cérébrale, on met les ondes, enfin on se met en onde alpha, et il y a quelque chose qui va se calmer, ça peut être fermer les yeux. Dans les écoles, on invite les enfants à ce moment-là à se mettre la tête sur les bras, hein, okay. Juste dire, je me retire du social, je reviens à l'intérieur de moi, je laisse quelque chose qui ressemble effectivement aussi un peu à la méditation, même si ça n'importe pas non, mais il y a quelque chose d'un repos de cette tension qui a été certainement bienvenue aussi pendant des heures et des heures, et qui va permettre de retrouver une sorte de légèreté du mental. Alors qu'on parlait tout à l'heure de cette heure. Voilà. Donc donnons-nous cette permission de faire un petit temps de pause, pour éviter de dire le mot sieste qui pourrait être connoté autrement, mais quand même 2 tiers de la planète sont autorisés à faire la sieste. Dans d'autres ethnies, dans d'autres cultures, c'est quelque chose qui est bien sûr privilégié, et à juste titre. Voilà. Pas seulement parce qu'il fait chaud, mais parce que ça correspond à un besoin d'alternance. Donc, je vais reprendre ce mot alternance, parce que c'est quelque chose qui suppose, effectivement, je reviens un peu en arrière, d'avoir vu des moments où j'ai besoin d'être en jachère, des moments au contraire j'ai besoin d'être dans le jardinage, des moments avec, des moments sans, des moments où je vais être très occupée avec d'autres et des moments où je vais être très occupée mais solo. Et donc, comment est-ce que je peux me donner cette autorisation d'être dans une alternance assumée, d'être capable de dire là, je m'isole, ou là au contraire j'ai besoin d'aide et je travaille avec d'autres, que ce soit travailler ou faire autre chose. Voilà. Donc alternance bienvenue. Nous sommes des animaux d'alternance évidemment, avec les saisons, avec le cycle jour-nuit, mais aussi nous savons bien que dans la même journée, il y a des choses qui vont se passer qui vont nous permettre notamment une attention différente. Il y a des enfants qui ont intérêt à travailler le matin, avant de partir à l'école, et d'autres qui ont intérêt à travailler en rentrant tout de suite, et d'autres qui ont intérêt à travailler tard le soir. Nous le savons, nous l'avons vécu, mais nous continuons à penser qu'il y a des heures qui seraient meilleures pour tout le monde. Non, bien sûr que non. Voilà. Donc, alternance. Ensuite, l'autre mot, évidemment, qui fait aussi un peu passerelle avec plusieurs sujets, c'est celui de cette autonomie. Hein, comment est-ce que je me réapproprie quelque chose de la responsabilité, donc de mes choix, de mes rythmes et des façons dont je vais respecter mes besoins, au lieu de croire que je vais devoir me rallier à quelque chose d'une norme, des habitudes des autres et de ce que ma maman m'avait dit. Suivez mon regard. Voilà. Et puis comment est-ce que je vais aussi accompagner mes enfants, mes élèves et les autres personnes, mes patients, quand je suis à l'hôpital, pour être dans cette même vigilance, d'abord à cette capacité à identifier les besoins, et ensuite cette vigilance, à les respecter, à les prendre en compte, et donc, bien sûr, je ne l'ai pas encore dit, à payer le prix de ces choix-là. Hein, voilà. Notamment en couple ou en famille, si c'est le matin que je travaille bien, comment est-ce que je vais aménager de me lever plus tôt que l'autre pour trouver ce moment où je suis comme Ève le premier matin du monde, mes neurones sont tous disponibles et je vais en profiter pour terminer cette chose importante. Ou bien, si je suis un oiseau de nuit, si je suis plutôt chouette qu'alouette, eh bien, comment est-ce que je vais aussi aménager la vie de famille pour m'isoler aussi et prendre ce temps, peut-être pour faire dire que j'ai du travail à faire, mais c'est simplement pour lire un roman, mais c'est le moment où je vais le savourer délicieusement. Voilà. Et puis donc, j'ai bien ça, et toujours, et ça vous pouvez sur votre joli cahier le souligner 3 fois, cette faculté d'adaptation. C'est ça qui nous manque, c'est ça le cœur du sujet. Nous ne sommes pas effectivement des robots, enfin pas pour le moment, et ce qui fait notre spécificité, notre originalité et notre puissance d'humain,
c'est justement cette capacité à nous adapter à l'autre, au rythme, aux saisons, mais aussi aux aléas de la vie, aux accidents, à un enfant malade, à un enfant qui appelle plusieurs fois par nuit. C'est notre prérogative, c'est cette capacité à nous adapter. Est-ce que vous l'avez souligné tous 3 fois? Je vais passer dans les rangs pour vérifier. Une fois. Voilà. Ensuite, ce sur quoi je voulais revenir aussi, c'est un mot que j'aime pas du tout, enfin l'usage du mot fatigue que j'aime pas du tout, mais pour le moment j'ai pas trouvé une option alternative intéressante, c'est quand on dit d'une personne âgée, elle est fatiguée. Ça m'énerve, ça n'a pas à voir avec ce mot fatigue dont on parle là. Bon alors j'ai pas trouvé, donc je ferais bien aussi d'être dans plus de créativité, mais je trouve que c'est encore une façon de disqualifier ce mot fatigue avec tout ce dont il est porteur, tout ce qu'on vient de voir jusqu'à présent. Et donc à nous de trouver, et toute proposition est bienvenue. Est-ce que vous avez... Elle est lasse par exemple? Ça serait déjà mieux, oui. Moi je vais Oui. un petit bémol parce que je travaille dans une maison de Oui, retraite. justement, je regardais. Et c'est ce que... Ils disent tout ça, je me sens fatiguée. Quasiment tous, Oui. je me sens fatiguée. Oui. Et ils ont besoin qu'on entende Ah mais, ça. mais, Mais c'est marrant parce que pourtant c'est vraiment Oui. le terme qui est utilisé. mais je sais bien, c'est bien pour ça que j'insiste, parce que je les Parce que- entends bien aussi quand je vais voir des personnes âgées. Simplement, pourquoi pas les tolérer bien sûr qu'ils le disent comme ça. Toutefois, j'insiste sur le fait que je ne trouve pas ça juste. Parce que c'est une autre expérience. Il n'est pas question que je reprenne Madame Duchemol qui est en train de me dire qu'elle est fatiguée, évidemment. La relation va primer. Mais moi, dans ma tête, Aliette, je me dis, il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. C'est pas la même chose. Moi, je préfère lasse, vous voyez, au moins quelque chose qui distingue notre fatigue. Alors, le terme qui serait peut-être le plus propre, mais qui n'est pas très joli et qui c'est usé. Ah oui, Non, mais ça serait, c'est- dans ma tête, au moins, je me dis. Et c'est pour ça que je reprends mon tableau, là. Parce que c'est quelque chose qui dit pas le plaisir de nous fatiguer, puis demain ça ira mieux, etc. C'est quelque chose, effectivement, qui va du côté de l'épuisement, de l'usure. De l'usure. Oui. Ouais, Mais oui, les tissus Les sont tissus sont usés. usés. Mais c'est politiquement tout à fait correct. Non, mais bien évidemment. Non, mais- mais là, Mais c'est plus cette logique-là. oui. Et donc, pour moi, ça veut dire que quand j'entends un enfant me dire je suis fatiguée, j'ai une représentation. Quand j'entends ma mère me dire je suis fatiguée, j'ai une autre représentation. C'est ça. C'est pour ça que je trouve dommage qu'on mette le même mot. Mais il n'est pas question, évidemment, de blesser qui que ce soit avec un mot qui ne serait pas aussi adéquat. Mais au moins, dans ma tête, je préfère là, je préfère user. Parce que je n'ai pas la même façon d'accueillir cette expérience-là. C'est pas la même chose. Parce que ça dit quelque chose, effectivement, d'une perte qui ne sera pas récupérée. Donc là, il y a un deuil, évidemment. Quelque chose qui est vécu ou pas bien vécu. Bon, et après, c'est un autre chapitre, ça. Voilà. C'était juste, je voulais revenir sur ce qui me semblait pas juste. Alors, il y avait autre chose aussi. Voilà. Pour moi, l'essentiel, je dis bien que ce sujet, mais comme l'alimentation et comme la gestion du stress et comme plein d'autres sujets, revient à mon sujet majeur, qui est quand même ce qui a justifié évidemment l'écriture d'un livre, c'est qu'en est-il de la confiance? La confiance en moi, la confiance dans l'autre quand il me dit qu'il est fatigué, la confiance dans notre capacité à trouver de l'autonomie, à trouver de l'adaptation, à trouver toutes ces choses qui font le mouvement de la vie. Et que la gestion de la fatigue, c'est justement mis au service de cette volonté que je veux avoir pour moi, après chacun fait comme il veut, cette volonté de rester dans le mouvement de la vie, de rester à la fois dans la curiosité qui nous entraîne vers d'autres choses inconnues, de rester dans cette capacité à avoir du plaisir à se lever le matin, et tout ça, et tout ça. Donc le mouvement de la vie. Et c'est la raison pour laquelle tout à l'heure j'insistais sur la distinction à faire entre quantité et qualité, ce qu'on retrouve aussi, et ça il y a des livres très bien là-dessus, sur l'alimentation. Souvent nous avons entendu, enfin peut-être moins les bébés du lieu là, mais pour moi, après-guerre, il était question d'abord de quantité, il fallait beaucoup manger. Aujourd'hui, même quelquefois jusqu'à l'obsession, jusqu'à on est plutôt sur la qualité de ce qu'on va manger, bio, pas bio, etc. Mais c'est quand même une idée intéressante de voir que pour le sommeil, c'est la même chose. C'est est-ce que je me donne les meilleures conditions pour dormir bien,
plutôt que dormir beaucoup. Là, tu es supposé dire. Je vois plus comment aménager, par exemple, la nourriture en alimentation, et je vois moins comment aménager. C'est pour ça que je te la qualité regarde. Je consommée. t'invite à avoir cette même exigence, cette même réflexion, cette même curiosité de voir que nous pouvons avoir une qualité de sommeil. Certainement, voilà. Et encore une fois, Céleste, il y a beaucoup de livres là-dessus et je pourrais envoyer une biographie, je n'ai pas pensé à vous la préparer là, puis en plus il y a des livres nouveaux, voilà. Et donc, du côté de la confiance, il y a ce mot de la maîtrise. La maîtrise est à distinguer du contrôle. C'était une petite interro sur place. Et donc, quand je suis dans la santé, enfin plutôt pour permettre ce terreau de la santé, oui, je suis dans la maîtrise qui veut dire confiance, qui veut dire adaptation, qui veut dire tout ça. Et que le risque, c'est de passer de la maîtrise au contrôle avec là, quelque chose d'obsessionnel, quelque chose de la peur de manquer de vitamines pour la nourriture, peur de manquer d'heures de sommeil pour le sommeil, peur de manquer de plein de choses. Et là, nous sommes dans crispation, nous sommes dans quelque chose qui peut flirter avec la pathologie du stress qui prime sur le plaisir. Cette peur de manquer, elle peut être vraiment collée à notre conscience et collée à quelque chose, évidemment, qui nous freine dans le mouvement de la vie. Donc, le mot, évidemment, clé, c'est celui de la confiance. Donc, la qualité, l'adaptation, le mouvement de vie, cette curiosité pour être du côté de la réalisation de ce qui nous tient à cœur, voilà ce sur quoi je voulais insister, mais j'avais encore autre chose. Oui, alors, qu'en est-il, évidemment, quand je parlais d'aménagement, qu'en est-il de mon expérience de fatigue quand je suis loin de chez moi? C'est un peu comme être malade chez soi, c'est une chose, mais être malade loin de chez soi, c'est 10 fois plus stressant. Mais qu'est-ce que j'éprouve comme fatigue quand je suis, par exemple, à une conférence où je m'ennuie, ou à un film qui m'ennuie? Qu'est-ce que ça veut dire, cette fatigue-là? Est-ce qu'elle est fatigue refuge? Est-ce qu'elle vient juste me rappeler peut-être que je suis en déficit de sommeil, ou elle me dit autre chose? Donc, la fatigue, c'est d'abord un langage. C'est ce que vraiment je veux aussi souligner. Un langage de moi à moi, c'est ce que j'ai tenté de souligner. Qu'est-ce que je me dis à moi-même? Est-ce que je suis dans des vibrations? Est-ce que j'ai une nourriture pour ma tête, mon cœur, mon âme, etc. Ou est-ce que je suis un petit peu en hypoglycémie de nourriture pour moi? Donc, il y a tout ce que je me dis à moi-même. Et puis ensuite, il y a ce que j'entends des autres, leur message à moi quand quelqu'un me dit « je suis fatiguée ». Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je décode? Qu'est-ce qu'il me dit? Est-ce que c'est juste pour éviter de faire le trajet? Est-ce que c'est pour éviter de faire la vaisselle, etc. Donc tout le risque des jeux psychologiques et de ce que les analystes transactionnels appellent les raquettes, c'est poser de la fatigue pour éviter de sentir autre chose. Je dis bien que, enfin ça c'est quand même un des concepts géniaux de l'analyse transactionnelle, parce que maman, c'est pas ma mère, mais c'est la maman en général, elle voit bien que papa n'aime pas du tout que moi, sa petite fille chérie, je sois en colère, que je tape du pied, que je dise non, que je refuse, etc. Donc quand elle voit que ma colère monte comme ça, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire « Ne t'inquiète pas chérie, Alguette est fatiguée ». La première fois, je me dis, mais elle voit pas, enfin, elle voit bien que je suis fatiguée. Qu'est-ce que c'est que ce délire-là? Bon. Mais enfin, bon, selon les circonstances, je vais faire comme si, ou alors je vais peut-être continuer à taper du pied, mais ça ne va pas faire bien dans l'affaire, là. Mais au bout d'un certain nombre de fois, puisque c'est quand même ma maman chérie qui me dit que je suis fatiguée, je me dis, bah, elle a peut-être raison. Donc, alors que j'étais vraiment pas d'accord du tout, et je trouvais qu'il y avait un abus de pouvoir de la part de mes parents, et que c'était légitime, une saine colère, tout à coup, petit à petit, je sens de la fatigue. Et parce que maman m'a dit, tu es fatiguée, va te coucher. Je me disais, bon, c'est un peu fort, quoi. Je suis juste en train de refuser de manger des choux de Bruxelles, et tout à coup, je passe d'un registre à un autre. Bon. Donc, au début, je suis pas dupe, mais après, je peux l'être. Bon. Et donc, c'est la raison pour laquelle ce concept de fatigue raquette, c'est vraiment ce concept de Berne. Donc, il dit bien que je peux avoir appris comme ça, télécommandé par ma chère maman, à exprimer, à me priver de l'expression de ma colère, et au moment où je suis en colère, de sentir de la fatigue, etc. Donc, traitées dans le bon canal, mais elles peuvent aussi être traitées dans un autre canal, une autre émotion, ou bien dans de la culpabilité, de la honte, bon, mais c'est pour la fatigue dont je parle ce soir,
Ou elle peut être aussi, toutes ces émotions peuvent être évacuées, exprimées dans des pathologies, des maladies de peau, des ulcères, etc., etc. Je vais faire ma parenthèse, que bien sûr là-dessus je suis Comme intéressable. échappatoire. En Oui, c'est ça. Mais échappatoire, c'est pas... Parce que ça pourrait être une fuite échappatoire. Ça fait dire le choix, bien sûr souvent inconscient, fait. d'exprimer quelque chose qui n'a rien à voir avec la fatigue par ce canal-là, parce qu'il est socialement reconnu et accepté. La colère n'est pas autant bien accueillie, mais la fatigue, ça nous ouvre les portes. Si je dis que je suis fatiguée, on va effectivement me proposer quelque chose, un thé chaud, on va me proposer de faire ma part de corvée, etc., de classe, etc. Ça donne des privilèges, ça donne évidemment des passe-droits. Oui, enfin, nous sommes bien d'accord là-dessus. Oui. Je veux savoir. Ah ben, socialement, oui. Toi, tu peux ne pas l'utiliser. Mais je vois bien que quand quelqu'un me dit je suis fatiguée, il attend de moi que, effectivement, que je lui soulage son quotidien, que je le dispense de quelque chose. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Bon, voilà. Et donc, ensuite, c'est moi, quand je dis à quelqu'un je suis fatiguée, qu'est-ce que je dis? Quel est mon message? Qu'est-ce que j'attends? Et qu'est-ce que j'enrage de ne pas obtenir si la personne n'a pas été dans le même deal secret et tacite. Combien de fois par jour dites-vous que vous êtes fatigué? Et vous avez peut-être raison de le dire, parce que ça vous évite peut-être des corvées. Hein. Il n'y a aucune morale dans mon propos là. Simplement, soyons conscients de ce que nous faisons et de la façon dont nous disons je suis fatiguée. Qui n'a rien à voir avec la fatigue au bout de 200 km d'autoroute. Moi je vois que quand quelqu'un me dit à répétition je suis fatiguée, Oui. je peux vraiment identifier la plainte. C'est ça, c'est la plainte. C'est la plainte. Répétée, Mais pas la plainte que je valorise, comme vous savez, qui est le moment où on peut décharger, il y en a marre, c'est toujours moins grave. C'est la plainte qui est manipulation, qui est je dis ça pour obtenir quelque chose sans le demander. C'est ça, cette plainte-là, qui est suspecte évidemment et qui est à réprouver. Mais j'en profite quand même toujours pour réhabiliter la vraie plainte, celle qu'on peut exprimer auprès de sa copine et qui ne va pas la récupérer pour en faire une leçon de morale ou de psychologie, ce qui n'est pas mieux, mais qui est juste un moment où je peux laisser déborder tout ce qui m'encombre et être accueillie, moi, dans mon expérience à ce moment-là de sentiment d'injustice ou d'autres choses comme ça. Est-ce que ça parle à tout le monde? Oui, moi ça me parle beaucoup. Enfin, je pense à quelqu'un qui me dit ça, avec qui je travaille aussi, qui me dit ça absolument en permanence, qu'elle est fatiguée. Là, je découvre qu'en fait, c'est que ça lui donne des passe-droits. Mais oui. Et qu'au fond, je réponds parfaitement à cette... voilà, c'est ce que ça me... Bon, vous avez bien conscience que si vous voulez cesser ce jeu psychologique, vous allez devoir payer un prix. Oui. De son mécontentement, vous allez la désorienter et elle va escalader forcément. Elle risque de tomber malade. Oh. Soyez prête évidemment à une escalade dans le jeu psychologique. Oui, elle est déjà passée à ce stade-là. Mais... Voilà, elle risque de mourir. C'est un faux. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe quand je suis en relation? Qu'est-ce qui se passe quand je suis dans ma chambre? Qu'est-ce qui se passe quand je suis en voyage? Quelle est cette fatigue du voyage qui peut être inquiétante? Parce que là, j'ai peut-être besoin de rester dans une vigilance et que j'aurai une moindre vigilance à ce qui se passe. Et, voilà. Il y a par exemple, alors moi je ne parle pas de voyage, mais je vois bien quand je suis à 23h30 dans le RER toute seule, eh bien, c'est pas le moment d'être fatiguée, c'est le moment d'être à fond dans hypervigilance. Parce que je peux effectivement me sentir en insécurité. Voilà. Un des moments, enfin je fais du RER parce que je pense à une expérience que j'ai vécue, mais ça peut être d'autres choses aussi. Pour en revenir effectivement à ces circonstances, j'avais marqué, oui, la fatigue de week-end. Hein. Quelle est cette fatigue du samedi matin? Quelle est la fatigue du lundi matin? Ce ne sont pas les mêmes. Quelle est la fatigue au fur et à mesure, là j'ai mis sur les 24 heures, mais j'aurais pu mettre aussi sur les 7 jours de la semaine. Quelle est la fatigue de la première journée de vacances, ou de même pour certains chefs d'entreprise, etc., qui vont décompresser? Quelle est cette première semaine où on ne les voit plus parce qu'ils ont disparu au fond de leur lit? Hein? Alors qu'ils avaient prévu... Oui, décompression. Ils avaient prévu le tennis, d'aider leur épouse, de jouer avec les enfants, et hop, complètement ils ont disparu. Parce qu'il y a quelque chose effectivement d'un contre-coup, et ce qui veut bien dire que là,
effectivement, ils n'avaient pas respecté quelque chose d'une mise à jour, une révision du moteur. Comment est-ce que chacun de vous vivait les jet lag? Ok. Pas mal, pas mal. Très bien maintenant. Hein, il y a aussi des trucs à faire. Hein. Oui. Travel, oui. Donc, J'ai vis mieux quand je pars que quand je reviens. Parce que je suis plus contente de partir. en effet. Et ça dépend aussi de quel sens. Et puis, non, mais c'est vrai, tu as raison. Sandrine, il y a des élixirs floraux qui font merveille. C'est un travel qui est un mélange, oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe pour chacun de nous quand il y a un changement d'horaire? Est-ce que ça vous contrarie? Est-ce que vous traversez ça bravement? Ou est-ce que vous avez un petit moment désagréable? Un moment désagréable, c'est quand je me rends compte que j'ai oublié et que, oui. que l'heure est, l'heure est passée, ça dépend de vous, que je m'en suis pas rendu compte et que j'ai un rendez-vous. Oui. Voilà. Là, c'est désagréable, mais sinon, physiquement, non, ça Surtout va. si tu arrives à la gare. J'avais mis la plainte, on avait vu ça, le week-end, les vacances. Et puis, donc, ce sur quoi je voulais revenir, c'était que la fatigue, c'est différent de la sensation de fatigue et de l'expérience de fatigue. Vous voyez, il y a quelque chose d'une sensation. Comme cette sensation peut nous empêcher de faire quelque chose, de terminer un travail ou d'aller à une fête, etc., qu'est-ce que nous faisons pour éviter la sensation? Pas la fatigue. La fatigue, nous pouvons l'éviter avec tous ces protocoles. Pour éviter la sensation de fatigue, ça commence par un C. Café. Coca. Coca, Pas moi, mais je connais. chocolat, Moi, je mange. voilà, calories. Bon. Et pourquoi pas, simplement, il y a un moment aussi, au début nous ne sommes pas dupes et ensuite nous pouvons l'être, avec le risque effectivement de basculer là. C'est pour ça que j'aime bien mon tableau, c'est que, pourquoi pas, mais à force d'être dans le déni de la sensation de fatigue, qui est une indication alarme, nous pouvons effectivement tomber là et être dans non seulement quelque chose qui va être une suradaptation, hein, pas l'adaptation, la suradaptation. Il y a quelque chose qui peut être dommageable sur plein de plans, socialement, etc. Et que j'en profite quand même de nouveau pour tordre encore un peu le cou au café, parce que le café a mauvaise presse parce qu'il empêcherait de dormir, on voit tout ça, mais quel est le principal inconvénient du café? C'est l'effet... Non, oui, mais des personnes qui ne sont pas énervées, c'est qu'il a un effet immédiat sur les surrénales et qui déclenche toute une désorganisation de tout le système endocrinien. Donc même si vous dites je prends 3 tasses de café et je dors très bien, oui, peut-être, n'empêche qu'il peut y avoir une méconnaissance du trouble récurrent de la prise de café en abondance. Bon, je fais ma petite minute médicale. Où est-ce que tu mettrais, par rapport à ton tableau, Tu as oublié de dire mon joli tableau. ton super tableau là, l'envie de rien faire, mais vraiment à l'état, pas de fatigue, mais dire vraiment j'ai envie de rien faire. Ben, je peux le mettre partout. Ça peut être soit une juste réaction, là, j'en ai pas envie, mais ce qui est sain, c'est tout à coup tu retrouves un élan, tu retrouves l'envie de faire quelque chose, et puis tu peux effectivement être dans quelque chose qui ne serait pas que la fatigue physique, mais quelque chose d'autre qui fait que ça ne redémarre pas et que tu t'installes là, dans ton transat comme pour perpète. J'ai répondu à ta question ou pas? Oui. Et que là, on est quand même dans Oui. soit quelque chose de suspect, soit quelque chose de dépressif. Et j'entendais quelque chose de suspect, quelque chose qui peut être le syndrome de fatigue chronique, par exemple, qui est quand même une nouvelle pathologie avec un sigle particulier, mais qui est intéressant. Parce que C'est pas tout le monde qui a envie de rien. Non. D'accord. Par moment. Par moment, oui. Mais après avoir effectivement fait le rangement du grenier, de la cave et des tiroirs, oui, il y a un moment où effectivement je trouve ça merveilleux de pouvoir juste m'asseoir, même m'allonger sans rien faire. Même pas ouvrir la télé pour regarder un documentaire, c'est dire. Bon. Mais c'est pas une histoire de normal ou pas normal, c'est une histoire d'alternance, c'est une histoire de récurrence, c'est une histoire de chronicité qui est suspecte à ce moment-là. Là, ce que je veux vraiment dire, c'est alternance. Des moments avec, des moments sans.
des moments où évidemment, je me sens comme Ève le premier matin du monde, et des moments où je me sens comme Madame McNish dans son fauteuil. Dans ce que tu dis, Céline, moi j'entends donc l'attachement. Oui. À des projets ou à quelque chose sur un banque d'attachement. Moi, ça me fait penser à un lieu de ressourcement qui redonne Oui. de l'énergie. En fait. Lieu, relation, activité, c'est encore tout ce que je mets dans la rubrique à chacun de nous de trouver effectivement ce qui lui permet de se ressourcer, de remonter. Et c'est très très différent. Pour certains c'est méditer, pour d'autres prier, pour d'autres agir, pour d'autres courir, pour d'autres faire du sport. Ça bon. Pour même il y en a certains pour qui c'est aller à la piscine. Ça je n'ai pas encore testé, mais je vais peut-être trop tester. Voilà. Donc quels sont les dénis de tous ces besoins et tout ça? Quels sont les défis que nous voulons relever, sous prétexte de je ne sais pas quel message parentaux? Et puis, donc, quelles sont toutes les drogues que nous prenons, qui ne sont pas que celles que nous avons citées avec le laissé, carburant, etc., cocaïne, pourquoi pas, mais comment est-ce que nous risquons de nous duper? Non pas donc avec un coup, un petit peu de force pour boucler quelque chose, et donc nous savons et nous allons être attentifs ensuite peut-être à une retombée, mais quand ça devient effectivement quelque chose de récurrent et de méconnu, c'est que nous nous enfermons dans la croyance que nous pouvons être Superman ou Superwoman et que nous pouvons continuer à vivre sans prendre en compte, en considération quelque chose de nos besoins, d'alternance, d'adaptation et tout ce que je viens de dire. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis cocaïne? Pourquoi pas? Bah, pour certaines personnes, c'est la cocaïne qu'elles ont choisie pour. Enfin, je veux dire, oui, ça peut être le recours de certaines personnes pour relever des défis hein, et pour éviter de faire la distinction entre défis et objectifs. Alors, j'avais autre chose que je vais prendre. Voilà, et donc, je crois que j'ai à peu près parcouru tout ce que je voulais, surtout avec maîtrise et contrôle. Et donc, bien sûr, ce qui revient tout le temps, soit comme en tête, soit comme conclusion à mes propos, tout ce que je voudrais remettre en question, c'est le concept de santé. La santé qui n'est pas que absence de maladie, mais qui est capacité à rester en mouvement, dans le mouvement de la vie, avec curiosité pour nos neurones, capacité à nous déplacer, tout ça. Et donc, ce que j'aimais bien trouver comme complément à cette histoire de quantité ou de qualité, c'était est-ce que ma santé est d'abord un capital, comme vous dit Anseli dans tous les propos sur le stress, ou est-ce que c'est justement ma santé, cette capacité d'être en mouvement hein, vraiment, je reviens à ça. Et j'aime bien toujours cette métaphore de l'hologramme, hein, quelque chose qui n'a pas de poids, qui n'a pas de forme définie, mais qui dit bien cette mobilité. Enfin, pour moi, la mémoire, c'est un hologramme. La santé, ça peut être représenté par l'hologramme, qui bouge, qui change, dont nous avons effectivement à éviter de vouloir l'enfermer dans un coffre-fort, mais plutôt à le voir comme une chance, une opportunité et un cadeau qui nous est fait, comme ça. Et donc, je vais garder cette dernière image, cette dernière métaphore que j'aimais bien avoir trouvée. Est-ce que nous voyons notre santé, donc à cultiver avec le concept de fatigue, d'état de veille, etc., d'abord comme quelque chose qui a à voir avec de l'athlétisme, ou est-ce que nous verrions ça comme de la danse qui est mouvement? L'athlétisme, ça dit quelque chose effectivement de compact, dans le forcing, dans une application, pourquoi pas effectivement d'autres images, mais pour moi, effectivement, ce qui représente ce qui est le plus riche dans ce concept de santé, c'est le mouvement de la danse. Je vous remercie de votre attention. Merci. Et je vous invite, comme vous le savez, évidemment, à dire chacun un mot. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Je te pose la question à toi, évidemment. L'insomnie. Oui. Tu peux dire 2 mots dessus. C'est la même chose. Elle peut être cadeau, Ouais. comme quelque chose qui nous garde en état de veille. Ça peut être quelque chose qui dit une vieille blessure d'insécurité, incertitude. Et si elle se chronicise, allons voir ce qui s'est passé vers 3 ans, par exemple, où les enfants souvent retrouvent cette peur au moment de s'endormir de ne pas se réveiller, donc de la mort et le sommeil. Et ça peut être encore quelque chose qui vient nous empêcher d'être dans ce que
que certains disent lâcher prise, que je préfère remplacer par faire confiance, juste, enfin lâcher quelque chose de cet état de vigilance. Ça peut être quelque chose qui n'est pas seulement vécu à la suite d'un stress d'inquiétude, mais aussi au moment d'un stress très heureux. Quand il y a une joie immense, une très bonne nouvelle, il y a aussi une difficulté à relâcher. Donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé, j'ai eu le temps. On peut parler aussi d'un centre virtuel évidemment de sommeil, et que ce centre, quelquefois, il ne peut pas être engagé ou sollicité parce qu'il y a quelque chose de plus fort, qu'il y a une grande joie. Bon. Et l'insomnie, alors je pourrais en parler effectivement des heures, parce que c'est, je suis quand même la spécialiste pour moi de l'insomnie. Il y a des choses à savoir. Par exemple, moi j'ai quand même entendu pendant des années des parents aimants me dire « essaye de dormir ». J'ai essayé. Et donc j'étais comme condamnée à être dans l'obscurité avec ma petite sœur qui dormait pas loin. Donc interdiction même de rallumer parce qu'elle, ça la fait réveiller. Donc c'est vraiment un concept intéressant parce que, étant donné tout ce qu'on vient de voir sur la fatigue, qui valorise une sorte de sommeil qui devrait être tout le temps stable, 8 heures au moins pour les enfants plus que ça, etc. L'insomnie est vue comme une maille à filer dans le tricot, comme quelque chose qui serait soit une maladie déjà, soit un symptôme grave, soit quelque chose, une faute. Il y a quand même une faute là-dedans. Peut-être une erreur d'abord, mais d'abord ensuite une faute. Et c'est quelque chose qui n'est absolument pas accueilli ni par les médecins, ni par les parents, ni par les conjoints. C'est vraiment quelque chose qui, comme je le disais à propos de la fatigue, l'insomnie peut être une porte qui nous est proposée pour entrer dans la réflexion sur notre propre vie. Qu'en est-il de l'état de veille? Comment est-ce que j'investis? Qu'en est-il de mon état de relaxation? Comment est-ce que je peux faire des transitions? Comment puis-je faire des passerelles entre une vie qui peut être flux tendu et quelque chose qui aurait à voir avec le repos du guerrier aussi, bon, etc., etc. Donc l'insomnie, si j'avais un seul mot, que j'ai mis trop longtemps à découvrir pour moi-même, donc je voudrais le faire partager, c'est l'apprivoiser. Et donc il y a souvent, je fais des réunions comme ça avec des personnes qui ont ce même symptôme, et nous voyons tout ce que nous pouvons développer comme ruse pour apprivoiser ces temps. Et il y a je ne sais pas comment est son prénom, Fussell, Michael Fussell, qui vient de sortir un livre qui s'appelle La Nuit, et c'était Vivre caché. Je crois que c'était son sous-titre. Je trouve ça formidable, parce que ça dit que ce qui peut me sembler possiblement à maîtriser la journée, je peux vraiment le vivre très différemment dans ces nuits. Le silence, l'obscurité, la solitude, peu ou prou, c'est quelque chose qui peut vraiment faire flamber toute l'anxiété, notre anxiété d'adulte, mais aussi nos anxiétés d'enfant, avec des peurs, bien sûr souvent inconscientes, mais plutôt de l'anxiété que de la peur d'ailleurs. Je posais la question parce que des personnes que j'ai entendues autour de moi qui pouvaient avoir des symptômes d'insomnie ont souvent, là j'ai souvent entendu la plainte. Je pense que tu es vraiment la première personne que j'ai entendue à prendre ça... Oui, comme quelque chose. À accueillir. Mais Voilà. du coup, moi, ce qui m'inquiétait, c'était l'alternance, pas d'alternance, du coup. Si, mais pas comme elle est posée comme une obligation. Non, non, c'est trouver des aménagements. Ouais. C'est vraiment, au lieu de verrouiller la porte avec du stress, avec quelque chose d'obsessionnel, avec la référence. Ça devient une obsession. Mais bien entendu, et je sais de quoi je parle aussi là. Et donc, c'est vraiment prendre, mais comme plein d'autres sujets, comme tu sais pour moi, c'est aller du côté de, voilà, ça c'est une expérience que j'ai à vivre, comment est-ce que je peux en faire une expérience de ma vie? Comment est-ce que je peux donc apprivoiser, ruser quelquefois, et rester de toute façon du côté de la vie à vivre, et non pas de l'anesthésie à provoquer avec de la chimie. Pourquoi pas la chimie quelquefois? Ça peut être une grande aide, mais je la trouve bien sûr trop rapidement proposée, et surtout à des enfants. Je pense que c'est pendant les premières années que les enfants ont besoin de trouver cette capacité à apprivoiser ces heures-là, que ce soit des heures de sommeil ou des heures de veille, etc. Et c'est pour ça que, pour d'autres raisons aussi, vous m'entendez souvent parler, je propose l'expérience des nuits blanches avec les enfants.
C'est-à-dire là, il n'y a plus d'heure de coucher, on s'installe, lumière peut tamiser, vous pouvez faire ce que vous voulez, on va faire des histoires. Et ça, c'est quelque chose qui non seulement permet de sortir du jeu de pouvoir entre les parents et les enfants, mais ça permet aux enfants de sentir des choses en étant accompagnés, des choses nouvelles, des choses étranges, des choses qui n'existent pas pendant la journée. Et donc, j'adore ces expériences et j'entends bien que les familles qui ont osé cette expérience me disent que c'est complètement révolutionnaire pour chacun. C'est pas nécessaire d'attendre d'être vraiment dans des insomnies d'adolescents, mais on peut déjà avoir été dans qu'est-ce qui se passe de différent la nuit. C'est pour ça aussi que j'aime animer des couples la nuit aussi, et que j'ai toujours aimé travailler la nuit, parce qu'il se passe des choses pour moi. Enfin, je vois que je suis différente, évidemment, mais tout le monde l'est. Simplement, c'est bien de trouver cette identité autre, sans être dans le stress, sans être dans la panique, sans être dans l'angoisse de pas dormir ou d'avoir manqué de sommeil. Voilà. Et c'est pour ça que aussi que je peux témoigner, c'est pas une déclaration d'intention, que non, en fait, ça m'est arrivé tard, je n'ose même pas vous dire l'âge à laquelle quelqu'un m'a demandé, un médecin m'a dit, et qu'est-ce qu'il y a de différent selon que vous ayez dormi ou pas? Mais je dis, il n'y a rien de différent. La journée, je me sens aussi bien. Il y a des nuits où je n'ai pas dormi du tout, et en fait, j'ai mis des décennies à accueillir cette question et à me dire, mais oui, il n'y a rien de différent. Vers 17h, je peux avoir un petit moment cotonneux, mais voilà. Mais ça a été des années de mise en place de protocoles pour éviter effectivement de retomber dans l'ornière de l'angoisse. Ah, qu'est-ce qui se passe, je ne dors pas. Mais ça veut dire, première chose, pour l'apprivoiser, c'est refuser de rester dans l'obscurité et à tourner dans son lit. C'est allumer, lire, faire n'importe quoi, avoir un casque, écouter des choses, avoir surtout le recours à ces choses merveilleuses qui sont les audiolivres, qui sont une bonne façon d'éviter le silence et d'éviter d'ennuyer tout le monde, effectivement en battant les blancs en neige et des choses comme ça, que j'ai renoncé, parce que ça pouvait être pas complètement respectueux du sommeil des autres et tout ça. Bon. Et ce que j'ai vu aussi, c'est, comme je crois beaucoup au dortoir, comme lieu de sommeil, et que les enfants très tôt sont très respectueux du sommeil des autres. On a peur, ils vont se déranger, pas du tout. Ils savent d'abord dormir aussi avec le bruit ambiant et ils savent évidemment éviter d'être dans une sorte de comportement qui serait pas compatible avec la vie en commun. Voilà. Est-ce que j'ai un peu répondu à ta question? Donc sinon il y a SOS à Liette pour l'insomnie, ça marche. Je reviens sur le sommeil des enfants. Ce que je constate avec les jeunes enfants que j'ai à la maison, s'ils se sont couchés très tard, le lendemain, leurs émotions, elles sont... ça veut dire que les messages de votre mère sont passés jusqu'à vos enfants? Non mais je le vois, ils surréagissent. Voilà, il y a la moindre contrariété, ils se mettent à pleurer alors que... Donc je vois bien le raccourci que je fais en disant « t'es fatigué », alors que c'est juste là... Ils surréagissent et du coup, mais c'est pas la même chose de dire tu es fatigué, tu manques de sommeil. Attends, j'aurais dû commencer par ça, je m'aperçois que j'ai oublié cette chose évidente et basique. Mais merci Fanny de l'écrire tout de suite. C'est différent. Donc tu manques de sommeil. C'est pas la même chose. C'est ça. Ouais, voilà. Exactement, c'est ça. Et l'avantage, merci d'avoir posé la question, mais Julien, l'avantage des nuits blanches, c'est que ça permet à chacun effectivement de ne pas avoir cru obligatoire d'aller se coucher à telle heure parce que papa, maman et patati patala, et bonne maman en plus, mais qu'ils vont être dans repérer le moment où ils s'endorment, et puis le matin, s'il n'y a pas de contrainte ce jour-là, eh bien ils vont repérer à quel moment ils vont sortir. Encore une fois, cette fatigue à laquelle je me tords le cou par moment, quand elle est récurrente, quand elle est refuge aussi, c'est la fatigue souvent qui vient de ce que les cycles de sommeil n'ont pas été vécus entiers. Quand il y a eu des réveils au milieu du cycle. C'est souvent ça. Parce que effectivement, tu peux très bien être mal parce que tu t'es mal réveillé. Oui. Et non parce que tu manques de sommeil. Non, mais bien entendu. Ou que tu es fatigué ou tout ça. C'est tellement évident que je n'ai pas pensé à le dire. Oui. Mais merci parce que c'est vrai que c'est hyper violent d'entendre. Et quand je disais effectivement la distinction à faire entre défi et objectif,
La personne qui est dans son objectif, elle peut dire je manque de sommeil, voilà, c'est adulte, constat. Alors que la personne qui est dans le défi, dans l'effort, dans la contrainte, un peu de victimisation, elle veut dire je suis fatiguée. Ça dit bien Voilà. les deux registres. C'est clair. Voilà. Voilà. D'accord, Donc, mais merci, c'est vous qui avez eu l'idée. Valérie. Non, je n'étais pas été réactive tout à l'heure sur le mot de hologramme, je ne sais absolument pas ce que c'est. Ah oui, Déjà, comment ça s'écrit? HOLOGRAM2MI. C'est une représentation en volume dans l'espace, mais qui ne correspond pas à un support papier ou bois ou quoi que ce soit. C'est donc quelque chose qui fluctue, qu'on va découvrir en tournant autour de cette représentation. Comment est-ce que tu pourrais dire ça, Pierre? Peut-être que tu auras plus les mots pour dire. Oh, ça me fascine, je peux regarder ça des heures. Des heures. C'est en 3 dimensions et je ne peux pas l'attraper. C'est juste une image en 3 dimensions. C'est des lasers qui se croisent et qui font. Voilà, c'est ça, oui. Ça, c'est l'explication technique. Oui, merci. Merci, là, oui, oui. Et quand je parle de la mémoire, qui n'est pas une banque, qui n'est pas un repère de données, pour moi, la mémoire, c'est représenté par l'hologramme. Quelque chose qui n'est, voilà, c'est pas un stock. C'est pour éviter quelque chose de cette métaphore matérialisée, comme nous en avons besoin. Alors, aujourd'hui, évidemment, avec des quantités d'autres choses, c'est moins, sans doute, susceptible d'émerveiller, mais quand ça a été découvert, j'allais tout le temps dans les musées. J'étais justement... Ça fait penser un peu aussi à une autre expérience qui me réjouit, qui sont les images en 3D. Je peux passer des soirées, effectivement, à jouer avec les images en 3D. On voit une chose, et puis on recule un peu, on voit une autre image. Si vous voulez des livres d'images en 3D, vous pouvez me les demander. Chaque fois qu'il y en a dans une vitrine, je rentre et je l'achète. Voilà. Comme les maisons sur les cabanes. Tous les livres sur les cabanes, j'ai ça. Voilà. Est-ce qu'il y avait une autre question pour vous, Valérie? Non, Non, c'était sur hologramme. J'étais... Est-ce qu'il y a une autre vérification, observation, remarque, de besoin de précision? Moi j'ai une question. Oui, Mélanie. Sur quand tu dis les cycles de sommeil d'1h30, Oui. comment tu fais pour les repérer? Alors, la prochaine fois que tu es invité à un vrai bon déjeuner de fête, sans attendre le réveillon de l'année prochaine, vous avez un bon déjeuner un peu lourd, et puis après vous prenez le café, et puis vous discutez, puis à un moment, tu sens vraiment un petit à-coup, comme ça. Tu n'as pas le droit d'aller faire la sieste parce que tu es chez quelqu'un qui ne supporte pas. Tu regardes ta montre, et il est 14h. Bon, et puis tu continues un petit peu comme ça à parler, mais tu sens pas. Et puis tu reviens à flot. Et le coup de pompe suivant, tu regardes à 1 minute près ce qui se passe. Et à ce moment-là, tu sais que toute ta vie, si c'est 1h27, ça sera 1h27. Si c'est 1h35, c'est 1h35. Ce qui est très économique parce que quand tu calcules un peu, après c'est l'inconscient qui fait le calcul pour l'heure du réveil. Mais c'est pour ça que, premièrement, tu le calcules comme ça, ou tu peux le calculer la nuit, tu te lèves pour aller aux toilettes, puis tu n'arrives pas à te rendormir cette fois-ci, parce que tout à coup tu t'es souvenu que tu avais oublié d'appeler le pompier, je sais pas, le plombier, etc. Et donc tu lis les petits nègres, par exemple, pour que ça te tienne un peu comme ça. Et puis à un moment, tu vas sentir à nouveau que le train du sommeil va passer, ou le marchand de sable. Et à ce moment-là, tu notes aussi sur ta montre. Voilà. C'est assez efficace comme ça. Et puis, évidemment, j'allais oublier quelque chose de capital, que pour réduire de 50%, si vous l'avez déjà fait, de 50% votre fatigue le matin ou pendant toute la journée, supprimez le réveil matin. Ça change tout. Si, je vous assure. Évidemment, si vous êtes anxieux, là, un dixième de mon anxiété à moi, et que vous avez des enfants accompagnés, un bureau à gagner aussi pour gagner votre vie, etc., ou si vous avez un train à prendre, mettez-le comme une sécurité. Mais la qualité de notre énergie, c'est vraiment aussi une histoire de faire confiance à notre inconscient et de nous réveiller spontanément, donc à la fin d'un cycle. Donc on le sait parce que c'est la fin d'un rêve aussi. Et que si je mets mon réveil, ça vous est arrivé à tous aussi, je me réveille spontanément 5 minutes avant. Parce qu'il y a... Voilà, donc l'inconscient à ce moment-là, il travaille pour moi. Autre question? Et quand même encore, bien que j'adhère profondément
profondément à cette sensation de la fatigue mensonge et puis la vraie fatigue normale, etc. Enfin, toutes ces choses. Mais il y a encore, j'ai encore un peu l'illusion qu'il y a une dose qui existe, en deçà de laquelle je suis bonne à rien, ou alors je suis... Et ce que vous dites malgré tout induit... Non, oui. Ce que je crois, c'est que nous avons tous un besoin très spécifique et personnel à identifier. Bon, et qu'une fois qu'on l'a, c'est plus confortable, ça nous évite de dormir au-delà et d'être aussi fatigué. Ce que vous dites, c'est que, admettons que ce soit 6 heures. Là. Si un jour, pour une raison ou une autre, je ne dors pas à mes 6 heures, le lendemain, effectivement, je peux avoir ce déficit de sommeil sans être fatiguée forcément. Mais je sais qu'il y a un petit peu. Si je chronicise ce déficit, à ce moment-là, effectivement, je vais en souffrir. C'est, encore une fois, m'adapter, être autonome par rapport au message et savoir, évidemment, être attentive à mes besoins, à mes indications. La seule chose qui me gêne, moi, Aliette, quand je sais que je vais manquer radicalement de sommeil, c'est l'idée de conduire le lendemain. Donc, si je manque de sommeil, je ne conduis pas. Ça, c'est la seule discipline. Voilà. Et parce que le reste, je vois bien que j'arrive à surfer, mais je ne veux pas jouer effectivement avec le risque d'un manque d'attention, de réaction en prenant la voiture. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Autre vérification, test? Moi, j'ai dû un peu rater le coup parce que mes 3 enfants passent leur vie à me dire qu'ils sont fatigués. Et j'ai soupçonne de le faire parce qu'ils savent que ça m'horripile. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? C'est un peu tard pour leur dire. Ne dormez pas. Non, mais là, vous avez intérêt à accompagner le symptôme plutôt qu'à y résister. Oh là là, ma chérie, tu as l'air fatiguée, là. Accompagner? Bah oui. Mais faites-le pour fun, une fois au moins, en pensant à nous. Vous allez voir. Au moins pour faire quelque chose de différent. Plutôt que de vous énerver, parce que vous l'entendez comme ça, vous allez juste peut-être vous énerver, mais autrement. Accompagner. Mais alors, accompagner dans ces cas, ça serait pas le risque comment dire, d'alimenter? Oui. Non, pas du tout. C'est juste, comme c'est un jeu, ça n'a rien à voir avec la fatigue. Ça a à voir avec un jeu psychologique, on provoque maman, enfin nous avons tous fait ça, donc nous savons bien de quoi nous parlons. Et là, c'est juste changer la donne et créer un effet de surprise. Ah oui. Vous dire, bon, je crois que je vais aller voir mon médecin parce que je suis très fatiguée. Moi, je m'inquiétais beaucoup là. Mais justement, ça va créer un effet de surprise. Bienvenue. Jouez à ça. Autre question, autre contestation? J'adore les personnes qui s'endorment pendant mes stages, mes ateliers, mes conférences. J'adore ça. Je voulais juste reprendre sur les parents. Oui. Parce que moi, quand je pense fatigue, je pense tout de suite à ma mère me disant absolument sans arrêt, à ton âge, on n'est pas fatigué. Parce que j'ai entendu ça. Et vous lui avez pas demandé à partir de quel âge, maman? Non, je crois que j'ai pas. Non, mais c'est tout le temps, c'est ça que j'entends tout le temps. À ton âge, on n'est pas fatigué. Elle avait dit ça tout le temps. Mais parce que pour moi, ça n'a rien à voir là avec le manque de sommeil. Non, je sais. Ça a à voir avec l'interdit d'être dans l'alternance. C'est ça que j'entends. C'est une chose tellement capitale. Des jours avec, des jours sans. C'est comme si vous deviez être des robots, marcher, fonctionner, comme un appareil électrique, quoi. Un batteur à œufs ne doit pas tomber en panne. Ça, oui. Et c'était comme... Voilà. Moi, j'entends surtout qu'elle avait probablement très peur, elle, de manquer de ressources ou de sentir la fatigue. La peur de manquer et la peur de sentir qu'elle a dû anesthésier. Parce que c'est ça qu'elle vous invite à faire. Encore une fois, la sensation de fatigue est importante. Mais elle ne parlait pas de ça. Elle parlait de sa propre peur, elle, de manquer de carburant, de manquer de jus, de manquer d'élan. C'est ça qu'elle dit. J'ai beaucoup de mal à décoder ça, en fait. Je m'aperçois que c'est ça que j'ai dans la tête, mais je n'arrive pas à décoder. En fait. Je sais pas, j'ai pas l'impression d'être quelqu'un qui se plaignait d'être fatigué. Mais elle ne parlait pas de vous, elle parlait que d'elle. Elle ne parlait que d'elle, là. Et de sa peur. Sa peur de ne pas avoir de la ressource. Mais oui.
C'était une sorte de mantra qu'elle faisait pour elle-même. Quelle est la différence d'âge que vous avez avec elle? Autrement dit, à quel âge avait-elle quand vous êtes née? Ça devait être 35, 36. D'accord. Oui. Oui, c'était. Oui. Mais en fait, nous avons les mêmes effets comment je sais pas, délétères ou calamiteux, que ce soit tu vas être fatigué, tu es fatigué, dors, etc., que la phrase de votre mère. Parce que la mère ou le parent qui dit tu vas être fatigué, il ne parle que de lui aussi. Donc, dans tous les cas, c'est la privation pour chacun des enfants, petits ou grands, de cette exploration de soi-même. Que ce soit pour l'alimentation, pour le sommeil, pour la façon de travailler, pour de trouver du réconfort et des zones de ressources, qu'elles soient géographiques ou autres, bien sûr. Et en fait, Aliette, je me dis, par exemple, moi, quand je manque de sommeil, je sens vraiment la fatigue, et j'attends le soir, et puis finalement le soir, je me rends compte que je peux pousser un peu, et donc je pousse, et j'accumule en fait la fatigue dans la semaine. Mais est-ce que c'est la même chose que se forcer dans l'autre sens, comme se forcer à faire une sieste, c'est se forcer à ne pas dormir? Pourquoi tu veux parler de se forcer là? Un peu, tu sais, comme la satiété, quand tu commences à manger du sucre, après tu sens pas. Oui. Et après, pour retrouver et se donner la permission de se dire non, non, là vraiment je sens la satiété, tout ça, qu'est-ce qui fait que toujours à pousser? Dis-le autrement. Je comprends pas pourquoi, quand je sens que j'ai sommeil, je ne vais pas me coucher le lendemain. Le lendemain, j'ai sommeil et je me dis, je sais que j'ai sommeil. Non, je pousse pour ne pas... Tu retardes, tu disais. T'as peur de pas dormir? Tu peux résister encore un peu. Non, ce que je me dis, c'est que oui, tu n'as pas été accompagné dûment pendant ton enfance par des parents ou des adultes en général qui t'auraient invité à ressentir et à apprivoiser quelque chose de toi. Moi, je sens évidemment que le reliquat que tu constates chez toi, c'est ce reliquat que j'appellerais un peu abusivement peut-être le jeu de pouvoir avec les parents. C'est va te coucher, ben non, justement. C'est pour ça que je crois aux nuits blanches, parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de jeu de pouvoir. L'enfant souvent résiste au fait de dormir parce qu'on lui a dit tu dois dormir. Et même chose pour l'alimentation. J'aime pas. C'est juste pour voir le pouvoir qu'il a sur le parent. Évidemment, l'alimentation et le sommeil, ce sont les deux registres où l'enfant très vite repère qu'il peut avoir du pouvoir sur le parent. En disant non, en résistant, en l'empêchant d'aller regarder son émission favorite. Du coup... Et toi, tu fais ça encore avec toi. Comme s'il y avait un petit reliquat de parents, tu continues à te priver de cette chose agréable, qui est, si tu le peux, d'aller dormir quand tu as sommeil. C'est quand même quelque chose d'un luxe incroyable, que tout le monde ne peut pas pratiquer tout le temps, évidemment. Mais c'est quand même la chose que nous pouvons rêver de retrouver pendant les vacances, notamment. Du coup, là, ce serait pas forcément la dépression qui amène, mais ce serait plutôt le sommeil, enfin, ce jeu de pouvoir-là qui amènerait à la dépression, en fait. Oui. Il y a peur donc, de ne pas se réveiller, peur de mourir, bon, tout ça, de 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans, bon, qui peut se prolonger. Mais il y a aussi la volonté, non pas d'en faire qu'à sa tête, parce que ça serait très bénéfique, mais plutôt la volonté de résister à ceux qui ont eu la prétention d'avoir du pouvoir sur nous, de savoir à notre place, de savoir mieux que nous, évidemment. Donc moi je pense que s'il n'y avait pas toutes ces contraintes, ces injonctions, merci, je pense que les enfants pourraient être bien plus au clair avec leurs besoins et être capables de le respecter. Moi je me souviens d'un jour où j'avais été très rassurée dans cette aventure que je tentais de vivre comme ça, par un des enfants très gourmands. On était tous à table et il était sorti en disant je vais m'endormir, et il était parti se coucher, et je voyais qu'à ce moment-là il était vraiment en contact avec son besoin qui était plus d'aller dormir que de résister pour avoir effectivement quelque chose d'autre. Je crois qu'il était aussi assez cité, il avait plus faim, donc il y avait cette capacité à être autonome par rapport au social, au fait qu'on restait assis et on restait jusqu'au bout. Bon, je
je nous souhaite d'avoir cette autonomie-là. Chacun à sa façon. Bon. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui. Merci. Bonne chance. Alors, j'arrive à ma conclusion que vous êtes deux à ne pas connaître. Avant de vous laisser sortir, chacun, donc je demande à chacun de dire un mot positif, un seul, qui dit ce avec quoi, enfin, qu'est-ce qui a résonné pour vous, ce avec quoi vous repartez. Moi, c'est alternance. Alternance. C'est axe de talent de ce qui m'importe. Mais moi aussi. J'exagère. Je vais faire un peu de pub. C'est le mardi 23 que je fais cet atelier ici. Le talent Sur le talent. Ah ouais, c'est chouette. Oui. Ça, c'est vraiment un concept que j'aime avoir trouvé. Et vraiment, c'est être dans l'évidence de son axe. Et à ce moment-là, c'est plus de dépendance à ce que les autres pensent, veulent, ont pensé, souhaitent pour nous, imaginent être mieux. On s'en fiche, on n'entend plus. Je suis dans mon axe et je vais faire exactement ça. Et à ce moment-là, j'en oublie effectivement plein de... Voilà. Là, je dis souvent que ce concept, enfin pas le concept, mais cette déclinaison du concept m'est venue en entendant des artisans qui disaient la barbe, il faut que je rentre dîner, moi je voudrais passer toute la nuit à faire ça, et moi je pourrais travailler 15 heures comme ça, et j'en oublie le boire, le manger, la télé, les autres. Voilà. Et tout d'un coup je me disais, là ils étaient dans quelque chose de cette évidence, de ça c'est ce que je veux avoir fait. Voilà. Alors, ben, j'ai fait en 10 minutes un matin un tableau où je fais 8 questions, enfin 8 portes d'entrée pour arriver à découvrir son talent. Voilà, le 23 janvier. Janvier, oui. Un mot, tout le monde n'a pas dit son mot. N'est-ce pas, Fanny? Oui. Moi, je vais dire autonomie et apprivoiser. Apprivoiser. Danser ma vie. Danser ma vie. J'ai appropriation. Appropriation. Moi, je dirais alternance et responsabilité. Oui, responsabilité. Moi, 20 minutes de pause peut faire gagner 1h30. Je vois bien la légère gémellité entre nous, là. Quelque chose de siamois même. Ça m'a convaincue tout de suite. Je dirais alternance, et puis ne pas masquer les alarmes par le café. De temps en temps peut-être, mais pas trop, vraiment. Moi, je dirais aussi du capital au mouvement. Parce que moi, j'identifie pour moi souvent Oui. la peur de manquer, de Oui. machin. Et donc, C'est du coup, très passer juste. d'une logique de quantité. Je sens vraiment ça, c'est bien, c'est un mot précieux pour toi. Confiance. Confiance. Je ne vais pas harceler. L'axe de talent. L'axe de talent, aussi. d'accord. Et l'idée d'être Vous voyez bien que... bien faire le tri de ses objectifs. Voilà, et quand je suis dans mon talent, je vais manquer de sommeil, je ne vais pas être fatiguée, c'est évident, là, ça conclut ça. Quel est le mot qui vous a touché là? Je dirais que c'est fatigue rassurante. D'accord.